Bonjour, bienvenue dans l'Open Education Week. C'est la deuxième session qui démarre maintenant. Il est 18h heure française et nous sommes en compagnie de deux bénévoles que vous connaissez peut-être déjà si vous venez souvent à nos webinaires. Lucie Grasset de la chaire UNESCO Relia qui essaie de résoudre une petite question d'adresse mail pour accueillir notre grand invité du jour, Bruno Faure, qui a l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI, et Najwa Hadj Ali, qui est là de Tunisie et qui est professeur en didactique des mathématiques. Je suis très honorée de recevoir Jacques Dang. Jacques, nous nous connaissons depuis plusieurs années. Nous travaillons ensemble. Alors moi, j'ai travaillé à une époque dans une des universités numériques thématiques. Elles se sont regroupées dans une association qui s'appelle l'Université numérique. Toi-même, tu travaillais à l'époque plus pour ONEJ, mais je vais te laisser te présenter dans les détails. Et aujourd'hui, surtout, tu es pour moi la référence de l'Open Education au niveau international pour la France. Je te laisse la parole et merci d'être là pour m'accompagner dans cette écoute de Bruno et les échanges qu'on pourra avoir avec lui sur ce qu'on a appelé l'économie ouverte. À toi, Jacques. Bonjour Perrine, cher d'Open Education. Merci pour ces minutes amoureux et merci de m'accueillir pour cette session riche que nous allons avoir des internationaux et puis ouvertes, auxquels en tout cas, nous le souhaitons, l'éducation peut contribuer. Quelques mots pour vous dire en quoi mon expérience professionnelle m'a permis d'explorer différents aspects de l'éducation ouverte. Après avoir créé mon entreprise de haute technologie dans les réseaux de télécommunications, je suis revenu à l'école HEC pour piloter l'éducation et la participation à des projets de domaine des ICT, aussi bien sur des très haut débit et mobile, sur des sujets barbares comme le multiplexage de longueur d'onde, que sur des aspects de secteur, normes ISO, de contenu, de transformation. Alors, depuis une dizaine d'années, comme je le disais, je m'implique dans l'université numérique d'une part, et plus récemment, les grandes écoles avec le métier d'application numérique et son label FOD. Je rappelle juste que les universités numériques thématiques ont été créées à l'initiative de l'enseignement supérieur. Elles sont les héritières des campus numériques et elles fédèrent l'université française dans le domaine des initiatives libres. Un dernier mot pour ces actions s'appuyant sur les initiatives libres ne s'exercent pas en France, mais également dans le Gabon, au Maroc où je vis en ce moment, en Afrique subsaharienne avec, nous l'espérons, un projet en Centrafrique, et enfin dans les pays francophones d'Afrique, pays de langue portugaise, avec lesquels nous partageons des enjeux à la fois de droit et de vision commune de l'enseignement supérieur comme une mission nationale. Merci Perrine, merci. Merci Jacques. Tu m'avais prévenu que le son serait peut-être mauvais parce que tu étais à Casablanca et en effet, ça a un peu entrecoupé. Mais on a bien compris quand même ton parcours, le fait que l'université numérique, il faudra peut-être que tu mettes des liens dans la conversation pour que les personnes puissent aller découvrir elles-mêmes, était une volonté du ministère de l'enseignement supérieur de fédérer les actions autour de l'éducation ouverte et des ressources éducatives libres. Et que toi, tu es plus spécialement, donc tu as travaillé longtemps et tu es encore aujourd'hui très actif chez ONEJ. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de te donner la parole à toi et Christophe Fournier, qui est le président d'ONEJ, pour vos petits déjeuners qui rencontrent un grand succès sur l'intelligence artificielle pour les professeurs d'économie-gestion. Parce que je crois que tout simplement, c'est très ciblé, pratique,
Ça leur donne des clés et donc vous avez énormément d'adhérents et de soutien. Félicitations, mais ça ne m'étonne pas, vous êtes toujours très dynamique et je suis heureuse d'avoir cette occasion de le souligner pour attirer aussi les futurs participants à ce webinaire qu'on organisera une autre fois, puisque cette semaine, ça n'a pas été possible. J'accueille Bruno Faure. Alors Bruno, nous nous connaissons de Bonjour à longue tous. date. Merci d'être avec nous. J'ai souhaité t'inviter aujourd'hui parce que j'ai compris, en voyant tous tes posts sur LinkedIn notamment, que depuis que tu avais pris cette émission, c'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur la RFI, et ben tu rencontrais des gens extrêmement enthousiastes. Évidemment, RFI, c'est Radio France Internationale. Tu te déplaces souvent sur le continent africain, mais pas seulement. Tu entends énormément de témoignages. Et j'ai pensé que le sujet de l'éducation devait être aussi traité du point de vue des compétences et du développement des nouveaux moyens de communication. Et j'avais vraiment envie d'entendre ce que tu allais nous raconter pour ta vision globale de ce qui est en train d'arriver sur le continent africain, malgré des difficultés. Tu me parlais du Sénégal, hein, où l'élection présidentielle a rendu l'accès à l'université Cheikh Anta Diop extrêmement difficile depuis toute cette année, depuis le mois de septembre en fait. Hein. Et on va accueillir également cette semaine Massata Ndiaye de l'université virtuelle du Sénégal qui doit avoir tellement à faire et qui est tellement convaincue de l'éducation ouverte, avec des moyens tellement limités. On est heureux de pouvoir lui donner la parole et de nous raconter tout ce qu'elle a réussi à faire dans ces conditions. Voilà, c'est pour ça qu'on avait envie de t'entendre et qu'on est extrêmement flattés et heureux dans ce contexte éducatif d'avoir un journaliste. Ça change. Ça nous fait sortir un peu de nos habitudes et on s'en réjouit. Donc, on a un peu discuté et préparé cette intervention. C'est à toi maintenant, parce que tu as beaucoup réfléchi à ce que je t'avais demandé et donc je te remercie et je te laisse la parole. Quand tu auras, donc on a une petite heure, on a 50 minutes. Voilà, n'hésite pas à interagir avec les questions que tu vois. Jules veille toujours très bien. Donc, puisque c'est la première fois que tu viens, je te signale qu'en dehors de Jacques, on est 4 bénévoles, même il y en a une 5e au Québec, mais là, elle est absente. Lucie Grasset de l'Université de Nantes, Sharon Escorelia, Jules Chiac, professeur de mathématiques au Cameroun, et Najwa Jali, qui est en Tunisie. Voilà, c'était juste pour te les présenter avant de commencer. Ils t'aideront à trouver les questions si tu ne les vois pas toi-même ou si tu n'y réponds pas. Ils se chargent de regarder à la fois dans le chat et les questions où c'est. Voilà. Ok. Bon, eh ben merci beaucoup Perrine. Bonjour à tous. Merci à tous de partager effectivement quelques dizaines de minutes. Bon, ben comme tu le disais, voilà, je suis pas du tout un expert. Hein, je suis un journaliste à l'origine très généraliste et qui me suis plongé dans les sujets d'économie avec un regard extérieur à l'économie. J'ai pas fait des études d'économie, mais j'ai découvert effectivement ces mondes économiques. Hein, je parle toujours au pluriel. Certes, on est tous connectés les uns et les autres dans ce monde, mais on a quand même plusieurs mondes économiques. Et très, très rapidement, ça fait 3 ans à peu près que je présente cette émission sur RFI. Très, très rapidement, je me suis vraiment intéressé aux questions d'éducation, aux questions d'entrepreneuriat, aux questions de formation, de relations entre l'université et le monde du travail, les questions d'employabilité. Qui sont, et c'est aussi pour ça hein, que je me suis intéressé à ça, qui sont vraiment au cœur des préoccupations des Africains que je rencontre et que je rencontre physiquement quand je vais en reportage ou tourner une émission sur le continent africain, mais aussi ce que je rencontre sur les réseaux sociaux. Vraiment, alors je vais peut-être dire des choses que vous savez déjà, hein, mais bon, peu importe, c'est ce que je vis moi de semaine en semaine. Tous les sujets qui ont trait effectivement à l'emploi,
à la constitution d'un CV, à la relation avec les employeurs, à la relation aux plus grandes entreprises. Ce sont vraiment des sujets qui passionnent les jeunes Africains, notamment, qui sont en train de devenir, comme vous le savez, les plus nombreux sur leur continent. Euh, c'est une des difficultés qui est la mienne en vivant à Paris, c'est qu'on vit en Europe dans des pays où le chômage est de moins en moins une difficulté, une préoccupation chez les jeunes. Ça existe encore le chômage, mais c'est quand même beaucoup moins prégnant que quand nous, on était jeunes. En revanche, sur le continent africain et dans pas mal de pays, c'est une vraie question qui se pose. Comment trouver vite, après sa scolarité, un emploi, comment trouver l'autonomie financière, comment accéder vite à un salaire et ne pas plonger de l'autre côté, qui est l'emploi informel, qui est extrêmement généralisé dans pas mal de pays. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des préoccupations de mes auditeurs et des internautes de RFI. Et que donc, du coup, ça m'a vraiment intéressé. J'ai fait pas mal d'émissions autour de ça. Quand j'ai été dans des centres d'employabilité au Sénégal, c'était il y a un peu moins de 2 ans, justement. J'ai tourné une émission à l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, donc ça, forcément, l'actualité d'aujourd'hui résonne de ce point de vue-là. J'ai fait des choses autour de ça en Côte d'Ivoire, notamment. J'ai été à Québec assez récemment aussi. Il y avait une réunion de l'agence universitaire de la francophonie où il y avait des jeunes Africains de partout dans le monde, mais notamment d'Afrique, qui étaient là et on a beaucoup échangé sur ces questions-là. Euh, donc voilà, c'est à la fois les questions d'emploi, d'accès à l'emploi, les questions de relations aussi entre et c'est là où on va se rapprocher vraiment des thématiques que vous connaissez bien, de la relation entre le savoir académique et les connaissances physiques, les soft skills. Voilà, c'est quand on est un jeune en Afrique, qu'est-ce qui est prioritaire pour accéder à une formation qualifiante? Qu'est-ce qui est prioritaire pour accéder à un emploi rapidement? Et les différentes compétences, on ne peut pas forcément toutes les acquérir sur le même lieu. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'on peut acquérir à l'université et d'autres qui sont plutôt à acquérir à distance. Et c'est là où je pense que on a pas mal de choses euh, à partager et en tout cas, ça peut créer des échanges intéressants. Voilà, peut-être que je peux m'arrêter là pour l'instant. Donc, tu disais que quand les jeunes voulaient se renseigner, ils allaient assez naturellement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils trouvent là? Des cours en ligne? Alors oui. Alors, il y a bien ça. Enfin, il y a bien sûr ça, mais bon, après moi je suis pas à leur place. Je sais pas exactement. Voilà, qu'est-ce qu'ils consultent. Ce qui est vrai, c'est que tous ceux qu'on appelle les influenceurs, alors je me sens c'est très large, hein, mais en tout cas toutes les personnalités ou les organismes qui donnent des conseils euh, aux lycéens, aux étudiants, aux chercheurs d'emploi, voilà, ont une audience particulièrement large. Euh, il y a vraiment, c'est un peu aussi ce qui est différent par rapport à ce que nous, on vit en Europe. Il y a ces modèles de réussite, ces entrepreneurs, qu'ils soient petits ou gros, des start-upers, des dirigeants de petites entreprises qui grossissent, ou effectivement des entrepreneurs déjà très installés, sont vus comme des modèles et sont vraiment vus par les jeunes Africains comme en tout cas, oui, des modèles ou des objectifs à atteindre. Il y a pas de pudeur par rapport à ça, alors qu'en France, très souvent, on met une distance avec ceux qui réussissent en disant, moi, de toute façon, je n'y arriverai jamais. De toute façon, ces gens-là, ils ont profité du système. De toute façon, ceux-là, ils ont été avantagés. Voilà, il y a sans doute pas cette distance-là. Bon, c'était une petite parenthèse. Et
si j'ai bien compris, ce qui va beaucoup intéresser, donc, ce sont des témoignages des influenceurs. En fait, c'est du partage de bonnes pratiques, d'expériences, qui fait qu'il y a un engouement énorme pour soit des entrepreneurs qui reviennent en Afrique parce qu'ils disent, bah, finalement, j'ai envie de faire profiter. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dans mon pays d'origine ou dans le pays d'à côté d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'il faut s'expatrier en revenant au pays et qu'il ne faut pas rester forcément dans son pays. Ça c'est ce que j'ai entendu dans une de tes émissions. J'avais trouvé ça particulièrement intéressant de se dire, ah bah oui, c'est pas parce qu'on est camerounais qu'on va forcément revenir au Cameroun. On peut aller évidemment dans un autre pays pour avoir une expérience plus variée. Donc, ces entrepreneurs-là, est-ce que comme en France, ils vont se dire, j'ai envie de créer ma propre école? Est-ce que tu as déjà vu ça parmi tes... Alors souvent, ils investissent eux-mêmes dans des formations qui existent. Alors bon, après, je n'ai pas une vision totale de ce qui se fait sur le continent africain, mais ce sont effectivement souvent les entrepreneurs qui réussissent bien, ont ces envies-là, effectivement, de faire profiter de leur réussite financière à des formations qui existent. Bon, après, il y a sans doute aussi des entrepreneurs qui peuvent eux-mêmes créer leurs propres instituts. Juste pour vous donner une idée, effectivement, tu parlais, Perrine, de ces entrepreneurs qui reviennent sur le continent africain ou qui ont décidé d'investir à distance, parce que revenir, c'est pas forcément revenir physiquement, ça peut être juste investir dans des entreprises dans leur pays d'origine, ces membres de la diaspora. L'émission de ces derniers mois qui a fonctionné le mieux en termes d'audience et de très très loin, c'est une interview qu'on a fait avec un entrepreneur camerounais qui s'appelle Philippe Simo, qui est il est né au Cameroun, il a débuté au Cameroun, il a fait ses études supérieures à Troyes, en Champagne, puis à Paris, je crois. Voilà, il a démarré en France. Voilà, il gagnait pas beaucoup d'argent au début, et puis voilà, il a pas mal de bagou, il a pas mal effectivement de tchatch. Il a une chaîne YouTube aujourd'hui avec 850 000 abonnés, je crois, ou même 900 000, ou peut-être 1 million. Et voilà. Et il a investi dans une ferme où il élève des poulets près de Douala, au Cameroun. Et sur sa chaîne YouTube, il donne des conseils aux Africains en général et aux jeunes en particulier, des conseils pour créer leur entreprise, pour revenir sur le continent. Il donne des conférences. Enfin bon, voilà. Après, c'est une personnalité qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais enfin, en tout cas, il a une audience immense sur ces questions-là, sur ces questions d'accès à l'emploi, de progression du système scolaire, universitaire vers l'entreprise. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a un formidable intérêt pour ces questions-là. Et je rajouterais peut-être aussi, chez les Africains que je rencontre, notamment les jeunes Africains francophones. Alors, bon, c'est peut-être que mon regard est un peu biaisé parce que, étant en France, j'ai accès à des personnes qui ont naturellement une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, mais il y a une grande attirance vers l'expatriation universitaire. C'est vraiment lié sans doute aussi on va dire des lacunes dans les systèmes universitaires et dans l'enseignement supérieur dans les pays africains. Il y a des choses qui existent, mais voilà, on n'est quand même pas ils n'ont quand même pas on va dire les systèmes d'enseignement supérieur, les universités, les écoles de formation qu'on a en France ou aux États-Unis. Et il y a une très très grande attirance vers l'expatriation aux États-Unis, au Canada, le Québec, où j'étais il y a quelques mois. Ça se généralise vraiment, et vers la France, aussi. C'est toujours vu quand même comme un tremplin vers la réussite et vers l'emploi. Jacques, est-ce que tu as des questions en tant que, justement, toi, spécialiste? Oui, je vous ai entendu parler d'économie informelle. J'ai vu qu'il y avait effectivement des ministères
qui a pris en charge la transition vers l'économie informelle, l'économie formelle. À quel stade en sont les différents pays aujourd'hui, selon les zones régionales? Est-ce que c'est plus prononcé en Afrique de l'Ouest, Afrique de centrale, par exemple? J'ai pas entendu la question juste avant. C'était à quel stade? À quel stade? Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Il y a eu une petite coupure. À quel stade en sont les pays de mouvement éloigné de l'économie informelle pour aller vers une économie plus formelle? Il y a des variations régionales que l'on peut voir, ou selon les pays même. Alors, honnêtement, hein, bon, j'ai pas les statistiques sous les yeux, hein, mais c'est vrai que l'économie informelle est vraiment généralisée. On a quand même un chiffre qui est donné, je crois que c'est l'OCDE, hein, qui a fait ce calcul sur l'ensemble du continent et qui nous dit que 12 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail chaque année, avec seulement 3 millions d'emplois formels disponibles. Donc on est sur un rapport de 4 à 1 en termes de disponibilité d'emploi. Bon, alors les statistiques valent ce qu'elles valent, hein, mais en tout cas, il y a évidemment, et on le voit et on l'entend, et ça se voit, hein, quand on est dans les rues, beaucoup de jeunes Africains qui, malheureusement, au sortir de leurs études ou pendant leurs études, sont déjà obligés de se tourner vers des petits boulots et vers de l'emploi informel, ce qui ne leur interdit pas de poursuivre leur cursus et de chercher tout de même euh, une place dans l'entreprise à terme. Mais en tout cas, l'emploi informel est quand même, et là j'aurais du mal à faire des différences. Enfin, je connais moins l'Afrique centrale, hein, je connais plus l'Afrique de l'Ouest, mais en tout cas, l'emploi informel est vu, enfin, en tout cas, et tout de même un passage plus ou moins obligé. Pardon. Et puis une autre chose aussi, et là je citerai plutôt des experts qui ont mené des enquêtes, effectivement, auprès de la jeunesse africaine. Le statut de salarié n'est absolument pas vu comme comme une obligation, hein, par les jeunes Africains. Il y a une vraie envie de créer sa propre entreprise, devenir entrepreneur. Ça fait encore assez peur chez nous en Europe. Euh, En Afrique, voilà, il y a on va dire une liberté d'esprit et on n'a pas forcément peut-être pas les mêmes freins aussi, hein, qu'on peut avoir chez nous en Europe, hein, mais en tout cas, oui, oui, il y a une volonté effectivement de créer sa propre activité et de se libérer du statut de salarié. Ouais, c'est vraiment. Vas-y. Vous parliez effectivement de l'importance des réseaux sociaux. Est-ce que le coût des communications est un frein encore, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est du passé et que l'accès est large et généralisé pour les jeunes et notamment ceux qui entreprennent? Mhm. Alors oui, oui, c'est effectivement une vraie question, le coût de la data. Sur quel que soit le pays, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, il y a malgré tout une démocratisation, il y a malgré tout des réseaux Wi-Fi, hein, qui se développent de plus en plus. Donc, on va vers une connectivité accrue. Hein, ça, c'est général. Après, voilà, on peut pas parler de ça sur l'ensemble du continent. Il y a quand même de très grandes différences entre la vie dans les villes où effectivement il y a des réseaux Wi-Fi un peu partout et la vie dans les périphéries et encore plus dans les zones rurales où l'électricité parfois ne fait qu'arriver. Là, j'étais il y a un mois en Côte d'Ivoire,
J'ai été tourner un reportage dans une ville à 2h30 d'Abidjan, dans le centre-ouest, où c'est l'émission qui a été diffusée ce samedi dernier. Je me permets un peu de publicité, hein, c'est le moment ou jamais. Et donc, ce village en question, un village dans une zone agricole où ils font de l'huile de palmier et du cacao, n'a obtenu le réseau électrique que depuis début 2021. Et donc, ils sont en train, dans ce village-là, de faire le double saut technologique, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois l'électricité, donc euh, certaines machines agricoles qui peuvent fonctionner avec de l'électricité, donc également des congélateurs, des réfrigérateurs, la télévision, c'est une chose, mais aussi les ordinateurs et donc Internet. Donc, ils ont le double saut technologique, notamment pour les jeunes, d'avoir à la fois l'électricité et Internet, sans avoir un réseau d'eau. Mais en tout cas, voilà, on est sur une généralisation de la connectivité, mais qui est très, très, très inégale, avec les questions de coûts qui sont effectivement centrales. Et puis, si on parle de la connectivité, et si on parle, oui, d'enseignement à distance, hein, les questions que vous connaissez bien, l'accessibilité, l'accès à l'apprentissage à distance, il est aussi très, très inégal du fait de cette connectivité. Et puis du fait aussi des coupures qui sont parfois imposées par les gouvernements en cas d'instabilité. On l'a vu au Sénégal pendant quelques jours ou quelques semaines. C'est le cas régulièrement en RDC ou dans d'autres pays, selon les périodes. Et ben oui, la jeunesse, enfin en tout cas ceux qui ont besoin de la connexion Internet en sont privés du fait de la situation politique. Euh, c'est une jeunesse connectée au reste du monde, c'est aussi une jeunesse un peu plus consciente peut-être de certains problèmes. Et donc voilà, il y a des questions politiques qui rejoignent à certains moments les questions économiques et les questions d'éducation. Alors, notre collègue de l'Université virtuelle du Sénégal pour en parler, je pense, dans cette semaine. C'est vrai que l'autorité gouvernementale au Sénégal paye un quota de data des étudiants de l'université virtuelle, quand même quelque chose d'assez positif et qui n'est pas nécessairement possible dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. J'avais peut-être une autre question également, de savoir si vous pensez que le fait de démocratiser l'accès au réseau va permettre de déconcentrer un peu territorialement certains pays. Je pensais par exemple au Gabon, pays de 3 habitants, où la population, du fait de l'absence de réseau de télécommunications, se contente dans 2 ou 3 métropoles, sachant que Lambaréné, à l'opposé de Libreville, et je sais pas si c'est 15-20 heures de route, ou de plus même. Voilà. Mmh. Et donc, je pense que réduire les fractures territoriales peut être un enjeu par les infrastructures de communication et pour les infrastructures de communication pour l'enseignement à distance. Mmh. C'est même plus général que ça, hein. C'est sûr que la règle, alors il y a des pays enclavés, hein, mais la règle est quand même très souvent que les capitales et les grandes métropoles économiques sont au bord de la mer, hein, ce sont les grands ports, hein. Effectivement, Libreville, Lomé, Douala, Dakar, Abidjan, voilà, l'activité économique est souvent à l'origine concentrée sur ces grands ports, et la question du désenclavement des zones rurales et des zones un peu plus éloignées est vraiment centrale. Euh, on le voit bien d'ailleurs, hein, les zones où le terrorisme est le plus actif, ce sont les zones éloignées de la mer aussi, parce que c'est là où il y a le, le, le plus de pauvreté, le moins d'activité économique, et ça joue forcément. Il y a la question de la connectivité à Internet, ça c'est une chose. Il y a la question des routes, hein, tout simplement, hein. Par exemple, la Côte d'Ivoire,
vient de construire son autoroute. Alors, c'est en partie grâce à la compétition de football qui s'est déroulée là, il y a quelques semaines, mais l'autoroute qui va vers le nord, vers Yamoussoukro et Bouaké a été construite il y a peu de temps. C'est le cas aussi de la route vers l'ouest, vers San Pedro. Voilà, la connectivité, c'est Internet, ce sont les routes aussi, parce que c'est aussi ça qui permet à un étudiant de rentrer chez lui le week-end et d'aller étudier le reste de la semaine et de pas rester dans sa campagne, hein. Enfin, je veux dire, on a vécu ça aussi en Europe, l'arrivée des autoroutes et des TGV, ça a aussi complètement changé l'approche qu'on peut avoir de sa vie dans l'enseignement supérieur. Quand on pouvait être un excellent lycéen, mais quand arrivait l'âge des études, de ne pas pouvoir circuler facilement entre son massif central je ne vais pas dire la Creuse parce que ça tombe toujours sur la Creuse, mais bon, enfin bref, entre sa province et les grandes villes, c'est quelque chose qui a été résolu ces 20, 30, 40 dernières années. Et donc, les pays africains en sont là. Bon, les Chinois ont construit des routes. Les Chinois construisent aussi des infrastructures pour Internet. Le géant Huawei, par exemple, est vraiment en toute première ligne là-dessus. Et malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une entreprise qui participe de ce désenclavement, parce que bon, ils y ont intérêt aussi, hein, mais en tout cas, ça y participe. Vous parliez effectivement, Jacques, du Gabon, hein, Libreville, Lambaréné, jusqu'à Franceville, hein, aux confins de la République du Congo. Mais la RDC, voilà, est un exemple encore plus frappant, avec la mégapole Kinshasa et un pays immense, avec quelques grandes villes, mais énormément de zones rurales et une jeunesse qui est encore trop peu connectée et du coup trop peu amenée à aller vers l'enseignement supérieur. Donc, ce sont des vraies questions qui se posent, des questions territoriales, d'aménagement du territoire, d'investissement. Et c'est intéressant aussi parce que ça rejoint ce qu'on disait avant sur l'importance du travail informel, parce que qui dit travail informel signifie que l'impôt n'est pas aperçu, hein, par l'État, des États qui sont eux-mêmes parfois étranglés par des dettes importantes vis-à-vis de leurs bailleurs, et du coup les investissements dans ces infrastructures, que ce soit le réseau Internet, que ce soit les routes, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit la construction ou la mise en place d'établissements d'enseignement, d'écoles, hein, écoles à la base, mais l'enseignement supérieur par la suite, et ben, tout ça est rendu plus difficile par ce manque de travail formel et ce manque de perception de l'impôt. Voilà, donc tout est lié. Il y a une question de Laurent Bianchetti qui trouve intéressant de regarder l'application des connaissances croisées vers l'entrepreneuriat et qui te demande si l'on parle des entreprises coopératives. Il pense au Sénégal où il existe une législation des sociétés coopératives. Est-ce que ça t'évoque des choses ou pas? C'est pas, honnêtement, hein, je ne vais pas répondre dans le vide. C'est pas du tout quelque chose que j'ai, en tout cas au Sénégal, traité dans mon émission, mais ça, voilà, je le note dans un coin et ça m'intéresse. Ce que j'ai pu voir, moi, c'était plutôt en Côte d'Ivoire, où la compagnie ivoirienne d'électricité, je ne sais pas si Paul Vignès, avec qui j'avais travaillé là-dessus, est arrivé. Il m'a dit qu'il serait en retard pour ce webinaire, mais qu'il essaierait de nous rejoindre. La compagnie ivoirienne d'électricité qui elle-même, en fait, a créé un centre de formation. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que tu voulais faire référence, mais enfin, en tout cas, a créé son propre centre de formation pour amener des jeunes Africains. Il n'y a pas que des Ivoiriens, d'ailleurs. Quand j'avais été
les voir. Il y avait des jeunes venus de tout le continent, dont des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et ça, c'était vraiment à noter. Il y avait des jeunes femmes extrêmement motivées, extrêmement déterminées dans ce centre de formation et les amener vers l'emploi, notamment dans ces métiers de l'énergie, dans ces métiers de la transition énergétique. Voilà, donc il y a des exemples, oui, d'entreprises qui créent des instituts de formation. C'est le cas aussi de Huawei. Je parlais de Huawei. Ils ont aussi, dans certains endroits du continent, ils proposent des formations, surtout pour pouvoir en profiter eux-mêmes, naturellement. Voilà, mais j'ai pas une vision suffisamment globale et suffisamment pointue pour pouvoir en parler plus. Oui, en France, c'est une grande tendance, un peu pour réinventer le service public, mais par les citoyens. On parle de communs. Les communs, c'est vraiment les personnes qui se sont révoltées en Angleterre contre la dépossession de leurs terres, en fait, et qui ont repris ça en main. Et après, ça semble être une bonne transition entre service public, où justement c'est l'État qui prend en charge le bien commun, et les personnes qui disent oui, mais on va se réorganiser, on va se réapproprier en fait le pouvoir collectif sur des biens. Et en ce moment, on assiste à beaucoup d'inventions législatives en France, comme les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en plus des coopératives et des associations loi 1901, tout simplement. Et je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ces modèles où finalement des personnes se mettent ensemble, pas pour faire des dividendes. Voilà, on est un peu dans l'anticapitalisme, dans le sens où l'objectif n'est pas de gagner plus d'argent, mais de réussir à vivre correctement avec un modèle de gouvernance acceptable par tout le monde. Voilà. On peut avoir depuis toujours, enfin c'est très ancien, c'est même un modèle de vie. Mais l'idée, c'est d'en faire aussi de l'économie et de l'économie souvent locale ou réfléchie ou éthique et de vivre tous grâce à cette façon de partager. Voilà. Donc, je sais pas si c'est entre guillemets la mode là aussi. J'aime pas trop dire la mode parce que ce sont des organisations humaines, tout ça. Mais parfois, quand elles sont accompagnées vraiment et qu'il y a des entités juridiques qui accompagnent cet état de fait, et ben c'est plus durable quand même. Ça va un peu au-delà des individus. Il y a une organisation qui oblige les gens à s'intéresser à la gouvernance et à participer aux travaux. Voilà. C'est la juriste en moi qui parle. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres, Jacques, tu avais d'autres questions sur les témoignages? Les témoignages qu'a pu recevoir Bruno? Non, je te remercie. Je remercie Bruno des éclairages. Alors, j'ai encore deux, trois peut-être idées à partager, et puis ça peut amener la discussion aussi. Dans mes expériences, dans mes rencontres aussi, j'ai pas mal rencontré des jeunes entrepreneurs. Donc, il y avait Francis Lepas, en général passé par le système universitaire du pays dans lequel il réside, avec énormément d'énergie pour notamment travailler dans les nouvelles technologies. Bon, on peut dire que ça soit généralisé, mais enfin, en tout cas, il y a une génération de jeunes entrepreneurs. Bon, il y a par exemple une personne que j'ai invitée là au tout début de l'année qui s'appelle, il y a un jeune Camerounais aussi qui s'appelle William Elong qui a commencé par fabriquer des drones dans son pays, qui aujourd'hui travaille en Europe dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité, mais y compris sur place en Afrique, on a des jeunes qui se réunissent dans des Fab Labs, qui essayent d'imaginer des systèmes technologiques adaptés aux réalités locales. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Très souvent, il y a cette constante de vouloir chercher de la compétence adaptée aux
aux petits problèmes, enfin aux gros problèmes du quotidien, et très souvent liés au système agroalimentaire, puisque l'agriculture est quand même au centre de l'économie dans pas mal de pays. Donc, pour les questions d'irrigation, par exemple, il y a la technologie est en train de se développer à grande vitesse pour pouvoir avoir des systèmes commandés à distance, pour avoir des drones pour pouvoir surveiller les exploitations agricoles. Voilà, il y a cette envie. Il y a cette envie aussi d'acquérir des compétences, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, dans un domaine qui n'est pas forcément dans celui dans lequel on a fait ses études. Par exemple, un agriculteur peut être un excellent technicien, peut être très bon pour irriguer son champ, pour faire pousser ce dont il a besoin pour vendre ses produits, mais a besoin d'apprendre à faire sa comptabilité. Et c'est souvent ça qui manque. Et donc, il y a une forte attirance, effectivement, pour l'acquisition de compétences à distance pour pouvoir se former dans des domaines dans lesquels on n'est pas spécialisé à l'origine. Les formations sont vues comme trop peu professionnalisantes, trop peu adaptées aux besoins immédiats du secteur privé, trop académique et pas souvent, pas suffisamment tourné vers les solutions aux problèmes du quotidien. Voilà, bon, c'est les retours que j'ai du terrain. Il y a aussi une jeunesse qui a parfois et même souvent le sentiment d'être un peu écrasée par une classe politique et même une classe économique vieillissante, d'avoir ce plafond de verre on le voit dans la politique. Tant que le chef n'est pas décédé, on a du mal à passer la main. C'est le cas aussi très souvent dans les entreprises. Difficulté à trouver du renouvellement dans les entreprises, même si on est super diplômé, même si on a fait ses études ailleurs dans le monde, il y a toujours ce sentiment, en tout cas, du plafond de verre. Bon, je parlais tout à l'heure aussi de la volonté d'aller étudier ailleurs dans le monde, en France ou en Amérique du Nord notamment, mais il n'y a pas de tabou. Aller étudier en Chine ou en Russie ou en Turquie, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Il faut dire les choses quand même comme elles sont quand même. La francophonie est de moins en moins incontournable. Mais il faut quand même nuancer, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus, c'est pas non plus tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs disent, moi, certes, j'ai été élevé dans les restes de la colonisation française pour ce qui est des pays francophones, mais aujourd'hui, je peux travailler sans problème avec un partenaire russe, chinois, israélien, américain, anglais, allemand et français. Il y a certes ce mouvement de rejet de la France qui existe dans un certain nombre de pays, et pas que au Mali, au Burkina et au Niger, dont on parle si souvent en ce moment. Il n'y a pas un rejet, j'ai pas utilisé le bon mot, c'est pas le mot, c'est pas rejet, le mot c'est qu'il y a une distance mise avec la France. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à travailler avec les Français ou avec des entreprises françaises. On rejette certaines pratiques de la France, mais les compétences françaises, les entreprises françaises, y compris les entreprises dans leur partie formation, reste tout de même un interlocuteur privilégié. Mais on ne se prive d'aucun interlocuteur. Voilà. Et puis, voilà Paul Gignès que je vois à l'écran. Bonjour Paul. Oui, bonjour Paul. Enchanté de vous recevoir. Votre micro est encore coupé. On t'entend pas, Paul. Voilà. Désolé d'être en retard, mais j'ai une réunion qui a duré un peu plus longtemps.
Et donc, ravi de vous saluer, puis d'écouter Bruno et surtout de partager ce qu'il vient de dire. Voilà, donc je vous laisse bien volontiers continuer. Non, j'avais envie que vous vous présentiez, puisque c'est via Bruno que vous êtes là. Moi, je m'appelle Perrine Couette-Logon, je travaille à l'Université de Lille et j'ai créé avec beaucoup d'autres collègues Open Education Global francophone. Donc, c'est l'endroit où on parle des ressources éducatives mises sous licence libre pour favoriser leur accès à tous à l'éducation. Jacques Dang peut se présenter également. Il travaille sur les mêmes thématiques. Pour l'Université numérique, c'est l'Association des universités numériques thématiques françaises qui propose des ressources éducatives libres et qui travaille sur des projets de coopération, notamment sur le continent africain. Voilà. Et puis, donc simplement, moi, je dirige Eranov Academy et après différents parcours, donc notamment avec 2IE, avec le Centre des métiers d'électricité et aussi les instituts africains de management à Dakar et Bamako. Donc un parcours un petit peu diversifié dans différentes situations, mais avec un point commun avec ce qu'a dit Bruno aujourd'hui. On a travaillé sur en fait répondre à la demande et pas seulement donc dedans on va retrouver des éléments diplômants que l'on connaît, mais derrière on a une population importante de gens qui ont besoin de trouver des solutions, qui ont besoin d'apprendre et qui ont, j'ai envie de dire, le futur obligatoire et qui n'ont pas nécessairement dans l'école que l'on connaît ou dans les centres de formation tels qu'ils ont été construits, des réponses en fait à leurs besoins. D'où le fait, alors sans que ce soit non plus le miracle, des éléments en ligne, des éléments qui permettent de rentrer dans leur réalité et qui soient adaptés à leur réalité. C'est pour ça aussi que l'accès à des ressources libres, ce qu'a pointé Bruno sur justement les questions de pouvoir d'achat, les pouvoirs de plafond de verre, etc. Nous, on rencontre beaucoup de jeunes qui d'ailleurs, ensemble, on est allé voir dans des systèmes apprenants hors des écoles et qui cherchent des solutions pour, en fait, parce que tout compte fait, ils ont envie d'apprendre, mais en fait, les portes sont fermées. On pourrait dire ça comme ça pour le résumer. On peut essayer donc dans le pouvoir public et entreprises, notamment. D'un seul coup, le son s'est figé sur les portes sont fermées. Ah, il va peut-être falloir se déconnecter. Est-ce qu'il nous entend? Dès qu'il a commencé à dire du mal, les systèmes éducatifs, ça s'est figé. Oui. C'est bizarre. Il y a une coupure, je pense, de connexion. Donc aujourd'hui, on va donc travailler sur des constructions différentes entre entreprises privées, secteur public, entre sociétés civiles évidemment. Donc un nouveau jeu d'acteurs qu'on va essayer de construire, c'est aussi construire du tissu social en réalité, ou tissu donc essayer de travailler sur ces nouvelles frontières. Voilà ce qu'on essaie de faire. Je suis heureux de voir que des entreprises aujourd'hui vont sur ce chemin et qu'en plus on aide des gouvernements, je pense à la Côte d'Ivoire, qui sont réceptifs ou qui même encouragent ces initiatives. Est-ce que tu pourrais en dire plus, peut-être, Paul, sur effectivement ces ressources libres recherchées par ces jeunes Africains? Voilà, dans quel secteur précisément ils cherchent des ressources? Qu'est-ce qui leur permet de franchir des étapes? Qu'est-ce qui leur manque de ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal? Alors, un premier écueil, c'est que la plupart n'ont pas appris à apprendre et qu'aujourd'hui, la modalité online est une modalité compliquée pour la plupart des gens. Donc, faut pas, enfin, c'est pas, on parle nous d'accès Internet, de volume, c'est pas le problème. On peut avoir d'ailleurs des accès offline, etc. C'est pas sujet. Par contre, pour embarquer des gens dans des dispositifs alors qu'ils ont été toujours, que ce soit des professionnels ou des étudiants, dans des systèmes passifs, où on est assis dans une salle de classe et on a une transmission, donc le système le moins efficace en réalité. Il faut effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on construit actuellement, nous on forme des gens par exemple dans le nord du Bénin,
Mais par contre, pour les embarquer, il a fallu du WhatsApp, les amener, les suivre, etc., etc. Alors maintenant, ça y est, ça commence à fonctionner. Ils ont leur petite tablette, etc. Mais ça a été quelque chose qui se fait pas naturellement. Donc il y a beaucoup d'usages actuellement. L'Afrique ou les Africains sont en avance sur l'usage en fait du téléphone portable, par exemple, pour le e-paiement, etc. et autres. Par contre, sur l'usage, mais même en Europe, pour apprendre, c'est quelque chose de très nouveau. Donc on a un usage ludique, on a TikTok, on a tout un tas de choses, mais apprendre à travers, alors déjà apprendre à apprendre en pilotant soi-même sa formation, c'est quelque chose de compliqué. Et plus on va descendre justement vers, sauf je dirais les familles qui sont un peu plus privilégiées, ça devient quelque chose de compliqué. Donc c'est pas quelque chose de naturel que d'apprendre avec son téléphone ou un smartphone ou une tablette. Ça c'est un premier sujet. Ensuite, on va s'apercevoir aussi, c'est le travail que l'on fait aujourd'hui, qu'on a des éléments de contextualisation culturelle. C'est-à-dire que ces dispositifs, alors souvent on a un usage immodéré de la vidéo, ce qui est effectivement le système passif. Et ensuite, on a des éléments de contextualisation. Quand on va rentrer dans des métiers techniques, par exemple, je vous donne un exemple. C'est pas quand on apprend comment fonctionne un système d'adduction d'eau potable. Bon, si on a comme image un château d'eau de la banlieue parisienne, c'est pas la même chose que de trouver les éléments qui sont dans le contexte dans lequel on va travailler. Enfin, on a des écarts aujourd'hui qui nous paraissaient qu'on ne voyait pas en réalité quand on était dans un format traditionnel et qui reviennent sur des éléments de révélateurs, même en termes de langage. On essaie de nous parler en béninois ou en ivoirien facile, par exemple, des éléments. Et donc là aussi, c'est important parce qu'il y a une forme, ça rejoint ce que tu as dit, qui n'est pas nécessairement de rejet de la France, mais simplement de reconnaître les éléments culturels, les éléments de confort et la réalité professionnelle souvent dans laquelle se trouvent les gens qui sont nos clients, si je puis dire, ou ceux qui vont bénéficier des formations que l'on va construire. Aujourd'hui, moi, je ressens fortement ce besoin-là, on le prend en compte, on met des petits éléments qui permettent de donner rapidement un confort. Et donc, je pense que c'est pas, s'il y avait justement dans ce que vous disiez, les ressources gratuites, on peut peut-être travailler ensemble sur des éléments qui permettent de faciliter leur accès en réalité ou leur appropriation. C'est pas nécessairement des coûts importants, mais je pense qu'il y a une forme, alors je sais pas comment l'appeler, mais oui, de contextualisation. Je vous donne un exemple avec quelqu'un qui produisait des contenus justement en vidéo pour d'adduction d'eau potable. Bon, c'était quand même compliqué d'avoir quelqu'un qui vous explique ça avec une vidéo, mais qui vous parle avec l'accent de Marseille. Bon, vous comprenez que en 2024, ça devient compliqué. Par contre, on sait très vite transformer ça. On est en train de construire des outils avec de l'IA qui va permettre de mettre une autre voix et éventuellement une autre tête aussi. Donc aujourd'hui, les outils que l'on a vont permettre d'aller très vite si on veut bien les utiliser. Donc je pense qu'on est dans ce moment-là de bascule et qu'on peut avoir de fortes accélérations en donnant justement aux jeunes qui ont besoin de ces formations un confort qui est tout compte fait pas très compliqué à faire. Merci vraiment pour ce témoignage. Ça rejoint des préoccupations qu'on connaît, Jacques Dang ou moi, depuis longtemps. En fait, les ressources éducatives libres, l'auteur a accepté qu'elles puissent, quand elles sont vraiment libres, réutiliser à des fins de traduction, de réadaptation, de contextualisation. Et justement, il le fait d'abord. Enfin, l'idée première, c'est il y a déjà un salaire qui a été perçu et il peut avoir aussi eu un financement qui a permis de passer de son cours fait en classe à un vrai cours en ligne propre avec des ingénieurs pédagogiques. Et donc le résultat étant là, c'est bien de le mettre en libre accès sur Internet où il va pouvoir être trouvé. Alors il y a toutes sortes de questions techniques que je vais pas évoquer aujourd'hui, mais selon les disciplines et les auteurs, il y en a qui mettent une licence
qui autorise la lecture, mais pas la réédition. Et moi, pendant longtemps, j'étais très respectueuse du label scientifique et je disais, mais c'est très important que tout le monde ne puisse pas modifier. Et puis, j'ai compris la force de la vraie licence libre, qui est la vraie ressource éducative libre au sens de l'UNESCO, qui permet n'importe quelle traduction sans aller redemander l'autorisation à l'auteur. Et donc, finalement, les vraies ressources éducatives libres, elles vont permettre tout le travail d'IA. La question est réglée en amont. La question de la propriété intellectuelle est réglée en amont. Voilà, c'est partagé, soit parce qu'on est généreux. Et surtout, c'est un combat d'arrière-garde. Si on veut bien le regarder, ce qu'on vient de dire avec de l'IA et autres, on est en train de construire des contenus, nous, très vite et autres. Et donc, ça permettrait de gagner du temps, de justifier donc des outils, de les mettre. Je sais pas, nous demain on va former des gens, je pense à RDC sur l'énergie solaire ou des choses comme ça. Il est clair qu'à un moment, il faudra peut-être qu'on ait des parties dans lesquelles les gens, il faudra peut-être qu'ils auront accès en Lingala parce que à un moment, des éléments de compréhension. Enfin, on peut donc c'est on switch d'un langage à un autre, on peut switcher d'un contexte ou dans un autre. Ces éléments-là, avec les outils actuels, devraient être relativement faciles à mettre en œuvre et surtout peu coûteux. C'est des technologies low cost aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a des combats qu'il faut d'arrière-garde comme ça. Pareil sur l'accès au contenu, je vois des gens qui disent ah, mais c'est mon contenu. Bon, ok, moi je veux pas être méchant, mais enfin même aujourd'hui avec ChatGPT, bon sur un certain nombre de sujets, bon le contenu n'est pas vraiment une question. Par contre, le mettre dans des formats, dans des dispositifs qui soient accessibles à différents niveaux, avec éventuellement d'ailleurs du support pour que justement les gens soient suivis en ligne, que ce soit monitoré et que ce soit des vrais processus pédagogiques, justement. Et c'est ça qui est important, qu'on atteigne bien les objectifs. Ça, oui. Donc, l'effort doit être porté. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et je pense effectivement que ça va pas se terminer là. Il y aura vraiment très volontiers pour vous faire connaître plus de ressources éducatives libres existantes. Réfléchir à peut-être à des collaborations. En tout cas, Jacques Dang, qui est là, pourra réfléchir à tout ça et volontiers pour d'autres occasions de croiser ces regards entre éducation, compétences et tout simplement la vie, quoi. gagner sa vie. Un grand merci pour cette ouverture parce que ça me réjouit. Et dit d'avance, oui, avançons parce que le sentiment que j'ai avec Bruno, c'est que plusieurs, on sera plus efficace et plus intelligent que tout seul. C'est ça va trop lentement et parfois on n'est pas très nombreux comme ce soir, mais c'est pas grave parce que ça reste, voilà, et ça crée des occasions et même des petites choses peuvent être à l'origine de très belles collaborations. Donc je vous remercie tous les deux, je remercie Bruno. Je remercie Paul, bien sûr. Je rappelle les bénévoles qui sont avec nous. Je vois Jacques aussi. Vous connaissez, voilà, Jacques, donc bien sûr, évidemment. Et je donne la parole pour terminer, le mot de la fin à nos bénévoles. Jules, tu avais peut-être quelque chose à ajouter de ton expérience, de ce que font les jeunes autour de toi Oui, je voudrais juste dire un mot par rapport aux entreprises coopératives, parce que lorsqu'on parle d'entreprise coopérative, ça veut dire se mettre ensemble. Plusieurs personnes se mettent ensemble. Ça suppose que la compétence requise ne doit pas être très élevée. Parce que s'il fallait se mettre ensemble pour faire une activité commune, il faudrait qu'on puisse vraiment, effectivement, travailler, que chacun puisse vraiment apporter du sien, quoi. Par exemple, ce que je vois ici chez nous, par exemple, au Cameroun, c'est les coopératives. La plupart des coopératives font peut-être dans l'agriculture, l'élevage. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon peut-être de penser cette notion de coopérative-là? Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir peut-être des coopératives qui sont orientées vers le numérique? Si oui, comment peut se faire la mise en œuvre? Donc, parce que ce que moi je vois généralement, c'est beaucoup plus l'agriculture, l'élevage. Donc, je ne sais pas.
Si on peut m'éclairer à ce sujet, je serais vraiment très content. Ouais. Alors, c'est vraiment en ce moment, dans le gouvernement français, il y a une reconnaissance que l'open source ne peut pas vivre tout seul, que c'est trop souvent des gens qui s'épuisent en plus de leur travail et qu'il faut que l'État comprenne que si on veut des souverains, des communs numériques souverains, il faut se mettre ensemble dans des sortes de coopératives ou des associations financées, y compris par la puissance publique, pour permettre la maintenance des objets numériques. Et donc, ça s'appelle les communs numériques. Et là, au mois de janvier, j'ai été jury dans des appels à projets financés par le gouvernement qui s'appelle France 2030 et qui s'appelait Intelligence artificielle générative et commun numérique. Et j'ai vu des projets qui n'étaient pas sur l'éducation. Il y avait avec une partie éducative, mais essentiellement c'était l'open source, la maintenance, et puis quand même souvent ce volet éducation qui est intéressant. Il y en avait un aussi sur la démocratie. On sent bien qu'on ne sait pas réagir à toutes ces attaques qu'on subit en termes de guerre communicationnelle. Donc il faut des communs numériques pour que des gens s'allient pour savoir répondre à cette menace sur la démocratie. Voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est pas encore des coopératives, mais c'est des débuts de reconnaissance que sur le numérique aussi, il faut se mettre ensemble. Sinon, peut-être les Fab Labs dont parlait Bruno. Oui, les Fab Labs. Ici, il y en a également. Il y a des Fab Labs. Mais l'une des questions, c'est, tu as dit que tu es dans un jury. Ça veut dire que plusieurs personnes ont postulé. Et puis, peut-être, je ne sais pas le nombre de postulants, il y a peut-être quelques-uns qui ont été acceptés, quoi. Mais la question qui se pose, c'est ceux qui n'ont pas été acceptés, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils doivent banquer leur projet ou alors trouver d'autres moyens de financement, essayer de s'autofinancer? Si oui, comment pourrait-il procéder pour s'autofinancer? Parce que généralement, les appels à projets, tous les projets ne peuvent pas être pris. Il y a forcément des projets qui peuvent être intéressants, mais ne pas être parmi les heureux gagnants. Maintenant, ceux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont peut-être les stratégies qu'ils pourraient adopter pour s'auto-financer? Donc, c'est l'une des questions que j'avais également, quoi, à ce sujet. Ben, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant ce que tu viens de dire, Jules, effectivement, sur le droit à l'échec aussi. Enfin, en tout cas, le droit à ne pas réussir du premier coup. Ne pas réussir du premier coup, ce n'est pas forcément échouer. Hein. C'est pas parce que effectivement on n'a pas son financement bancaire dès le premier coup que l'entreprise ça n'est pas une bonne idée. Enfin, en tout cas que l'idée n'est pas bonne et qu'elle ne peut pas réussir dans un deuxième temps. C'est pas parce qu'on ne réussit pas dans l'agriculture ou dans l'élevage qu'on peut pas réussir dans un autre domaine. Il y a de fait une nécessité de diversification des économies, une nécessité de développer des compétences, y compris pour des emplois peu qualifiés. On n'a pas besoin que d'ingénieurs, de techniciens, de personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle. On a aussi besoin de beaucoup de gens pour travailler dans l'accueil, par exemple, des touristes ou dans des métiers relationnels ou ce genre de choses. Et ces gens-là ont aussi besoin d'acquérir des compétences, parfois techniques, parfois effectivement, les soft skills, hein, le savoir-être, la ponctualité, des choses qui peuvent aussi s'enseigner à distance et qui sont qui sont même encore plus importantes dans ces emplois dits peu qualifiés. Voilà, c'est donc offrir plusieurs possibilités aux jeunes Africains et que s'ils ne réussissent pas dès le premier coup, ils n'aillent pas directement vendre quelque chose dans la rue. Voilà, et aller directement vers l'emploi informel. Voilà. Moi, je crois que la coopérative que tu appelles le TVE, en fait, ce qui est très frustrant, en tout cas moi je le ressens dans mes activités, c'est de voir que c'est là, le numérique il est là, il pose des questions et personne ne s'en empare et t'as pas ton financement. Et ça c'est
moi aussi, hein, j'ai les mêmes questions. On se dit, mais pourquoi personne ne s'intéresse à ce sujet qui est pourtant central? Et donc, comme on a besoin de manger et qu'il y a des coopératives dans le milieu agricole, il faudrait qu'il y ait des coopératives où on sache que ça rapporte le numérique et qu'il y a des modèles économiques à créer. Et c'est un peu dur voilà, de pas avoir de financement. Il y en a pas tant que ça, effectivement, des financements. Et quand on les a pas, Michel Briand en Bretagne, c'est un monsieur qui a décidé de prendre tous les échecs, tous les personnes qui avaient monté des projets qui n'avaient pas eu de financement, parce qu'il a dit si, il y a plein de bonnes idées, il y a des belles communautés, il faut pas rester là-dessus. Et ça a quand même ses limites, hein, on préférait. Mais malheureusement, Jules, à part se faire connaître comme ça et agir et se montrer comme tu le fais, ça peut quand même aider. Mais on n'a pas de solution aujourd'hui. On a tous les mêmes constats. C'est que il faudrait mettre plus de financement sur ces questions, hein, notamment des ressources éducatives et de la technopédagogie. Najwa, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire de Tunis? Oui. En ce qui concerne les ressources éducatives libres, je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire encore, c'est en fait dans les outils pour permettre le remixage. Et ça, je pense que, il y a actuellement quelques outils comme H5P, comme la chaîne Synagri, mais par exemple, quand on retrouve, je donne un exemple, une ressource en PDF, comment juste prendre ce dont on a besoin et la remixer. Et je pense que ça, ce n'est pas encore... il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Oui, bien sûr, parce que quand on dit que c'est un combat derrière-garde, nous, on est tous convaincus, mais il y a plein de gens qui ne sont pas convaincus du tout. Il y a des logiciels comme Acrobat qui peuvent permettre de faire quelques modifications sur les PDF. Oui, on peut modifier, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, un PDF, une fois que tu l'as, c'est pas vraiment modifiable parce qu'il faut quand même payer une licence pour le défaire. Après, on peut apprendre à le défaire facilement, mais on sait qu'on est en plagiat. Si tu n'as pas une licence Creative Commons dans le PDF, tu ne sais pas que l'auteur a bien voulu. Donc, il faudrait réussir à le contacter. Or, il n'y a pas forcément son identité, son mail. Même si tu lui écris, il ne répond pas forcément. Donc, Najwa, le fait d'utiliser H5P, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour les ressources éducatives libres. C'est fait pour passer d'un système à un autre. Et aussi, c'est possible avec Synagri Chain, mais pour cela, il faut que ce soit le dépôt fait en archive. On peut le réutiliser et prendre juste les grains dont on a besoin avec la chaîne Synagri. C'est possible. Bon, ok. Jacques, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour dire un grand merci à tous les intervenants et notamment à nos amis Paul Gignès et Bruno Faure qui nous ont vraiment apporté un éclairage intéressant avec une hauteur de vue à la fois sur les enjeux économiques et aussi sur les enjeux vraiment opérationnels qu'a mentionné Paul, de la formation, les défis auxquels il faut faire face aujourd'hui, pas pour faire de l'enseignement universitaire théorique, mais pour vraiment aider à monter en compétence la population active de ces pays, cette jeunesse dont le nombre va croissant et de façon très rapide, et auquel il faut que nous puissions, nous, comme d'autres, hein, nous ne pouvons pas tout, donner des pistes pour que l'avenir soit ouvert, que cet avenir soit, j'allais dire rigueur, mais en tout cas riche de perspectives de développement personnel pour eux, comme de développement professionnel, comme de développement économique de leur pays. Je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ces jeunes, à ces pays auxquels ils appartiennent. Et je crois que si nous pouvons agir dans ce sens-là, ça sera quelque chose tout à fait utile, profitable, et qui va dans le sens, tu le mentionnais, Perrine, de l'intérêt général au sens large, de l'intérêt général de la coopération entre individus et de la coopération entre pays. Merci encore à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne soirée, bon après-midi pour ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Au revoir. Bye. Au revoir.